On me dit souvent que je ne vieillis pas et je pense que je ne vieillis pas parce que je suis curieuse de la vie. Je ne me suis jamais dit que j'ai un savoir. Je suis toujours plutôt moi-même en train d'apprendre des autres. Ayant travaillé avec des personnes de cultures différentes, on se rend très vite compte que ceux qui ne s'adaptent pas, c'est ceux qui viennent avec la science infuse. À partir du moment où la jeunesse s'intéresserait à la vie politique et considérerait qu'elle a son mot à dire et qu'elle a le moyen de sanctionner ceux qui ne font pas correctement leur travail, ça obligerait la classe politique aussi à être un peu plus responsable. Pour toi, quand on a à naviguer entre plusieurs pays africains, de quoi est-ce qu'on a besoin pour s'adapter ? Engagement citoyen, cohésion sociale, éducation, autant de questions qui demandent beaucoup de réflexion, de profondeur et surtout de solutions. Bonjour, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle et je suis Naboufal. Vous êtes sur la chaîne de l'investissement sur soi, du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée qui vient de loin. Elle vient de Moroni aux Comores et elle s'appelle Nadia Turki. Je ne vais pas vous dire plus, elle est là, elle va s'exprimer elle-même. Bonjour Nadia, comment vas-tu? Bonjour Nabou, ça va bien et toi? Ça va? Ça va. Ça fait plaisir de te revoir. Pareillement. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors Nadia Turki, comme on vient de le dire, je viens des Comores, de Moroni qui est la capitale. Alors, par quoi commencer? Je suis née en France, où j'ai passé mes 4 premières années, dont je n'ai aucun souvenir. J'ai fait toute mon école primaire aux Comores. Et par la suite, ma famille a dû s'exiler à nouveau en France pour des raisons politiques. Et donc, je me suis retrouvée à nouveau en France pour tout le cycle secondaire jusqu'à la fac, avec la seule envie que j'avais, c'était de retourner au pays. J'ai été élevée par un père qui était très impliqué dans la politique et qui croyait à un avenir prospère pour le pays et qui nous a transmis sa foi pour le pays et qui nous a toujours éduqués dans l'esprit de que tout ce que nous avons acquis à l'extérieur devait nous servir à développer notre pays. Donc, dès que j'ai eu l'occasion, je suis rentrée. Donc, j'ai commencé ma vie professionnelle aux Comores par des petites consultations juniors au sein du programme des Nations Unies pour le développement. Et petit à petit, donc, j'ai été donc recrutée par le PNUD comme staff local, où j'ai gravi tous les échelons jusqu'au niveau où je ne pouvais plus monter, car dans les bureaux locaux du PNUD et de toutes les agences du système des Nations Unies, il y a un plafond de verre pour les staffs locaux. Donc, pour pouvoir évoluer, il faut partir. Et j'ai freiné des cas de fer pendant longtemps, jusqu'au moment où moi-même, dans ma vie personnelle, je sentais que ça devenait un peu trop routinier, un peu trop répétitif, tout ce que je faisais. La situation du pays elle-même ne bougeait pas beaucoup, donc il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit il faut que j'aille voir autre chose. Que même si je voulais rester dans le même corps de métier, mais j'avais besoin de me confronter à d'autres environnements, de voir si le problème c'était les Comores ou si c'était l'organisation dans laquelle j'étais ou si c'était le monde lui-même. Et c'est comme ça que je suis donc... alors mon premier poste d'expatriation, ça a été la Côte d'Ivoire, où j'ai travaillé avec l'ONUCI. J'ai adoré la Côte d'Ivoire. Abidjan est doux. Trop doux. Nous-mêmes on sait. Même Paris connaît. Même Comores aussi connaît maintenant. Et j'ai commencé la Côte d'Ivoire par Daloa,
Donc je ne suis pas d'abord tombée à Abidjan comme, comme tout le monde. Daloa est chic. Daloa est très chic. J'ai beaucoup aimé ces premiers mois que j'ai passés en Côte d'Ivoire, dans la partie ouest du pays. De comprendre aussi le conflit, puisqu'on est arrivé... Pas donner toutes les réponses ici, sinon je n'aurai plus de questions à te poser. Ok. Non, je suis en direct, hein, c'est comme ça. On est arrivé donc en plein conflit, donc voilà, il fallait comprendre les dynamiques, il fallait comprendre l'histoire pour mieux saisir les enjeux du présent et essayer d'apporter la paix en fait, puisque c'était ça notre mission. De mettre les différents protagonistes, créer les conditions du dialogue entre les protagonistes. Ça a donné les résultats que l'on sait. Donc voilà. De la Côte d'Ivoire, je suis partie en RDC où j'ai pu me connaître Nabou. Et aussi voir une autre facette de notre continent. Tout ça a fait partie de mon apprentissage, d'affiner les questionnements aussi que l'on peut avoir sur le continent et les réponses qu'on peut y apporter. Ensuite, je suis arrivée au Sénégal, où là aussi une autre réalité m'attendait. Voilà, tout ça fait beaucoup d'expérience. En plus, au Sénégal, j'étais à un poste régional, donc je couvrais 24 pays à partir de Dakar. Je n'ai pas fait tous les 24 pays, mais ça m'a quand même permis d'aller dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, aussi de découvrir les pays du Grand Lac. J'ai été au Rwanda, au Burundi. Voilà. Et chacun de ces pays est une histoire, dans l'histoire du continent, avec ses problématiques. Alors évidemment, il y a les traits communs qu'on peut retrouver d'un pays à un autre, mais il y a aussi les spécificités de chacun qui donne à chacun son charme et ses enseignements. Et maintenant, tu es où? Et alors, c'est vrai que j'ai une longue vie, hein. Je suis vieille en fait. Non, c'est toi qui expliques longtemps. Oui. Alors, au bout d'un moment, au bout de 10 ans d'expatriation, le mal du pays m'a à nouveau frappé. Et donc j'ai laissé tomber les Nations Unies et je suis rentrée à la maison. Ça fait maintenant 10 ans. Alors je travaille maintenant comme consultante indépendante, toujours dans le même corps de métier, mais avec un autre statut. Et donc je m'intéresse bien évidemment à toutes les questions de gouvernance, de cohésion sociale, de gestion des conflits, prévention, de consolidation de la paix. Voilà. Et puis tout ce qui est gestion de projet, planification stratégique. Voilà, toutes ces compétences que j'ai développées pendant mes 25 ans de carrière au sein du système des Nations Unies, que j'utilise aujourd'hui en tant que consultante indépendante avec ceux qui veulent bien me solliciter. À côté de mon activité professionnelle, je suis aussi très engagée dans la société civile. Je suis membre de plusieurs organisations. Alors je commence par la plus récente, c'est le chapitre Aoline qui a été mis en place aux Comores. Moi, je suis fière quand tu dis ça, là. Donc on est engagé maintenant dans la promotion du leadership féminin aux Comores. Avant ça, donc, je suis aussi membre de la Fédération des consommateurs, je suis membre du mouvement des entreprises comoriennes, je suis membre du collectif de la Troisième Voie qui milite pour le respect de l'état de droit et le respect des droits humains de manière générale et de l'intégrité territoriale des Comores qui est un sujet spécifique en soi. Voilà, je suis aussi partie prenante de plusieurs organisations qui sont pour la protection du patrimoine culturel. Voilà, je milite dans beaucoup de choses. C'est passionnant. Moi, j'aime apprendre.
Et j'aime transmettre aussi tout ce que j'ai pu glaner à travers les différentes expériences que j'ai eu à avoir. On me dit souvent que je ne vieillis pas, et je pense que je ne vieillis pas parce que je suis curieuse de la vie, je suis curieuse. Je ne me suis jamais dit que j'ai un savoir et que je suis là en train de propager mon savoir, mais je suis toujours plutôt moi-même en train d'apprendre des autres, et même des plus jeunes que moi. Je pense que la meilleure posture quand on a été longtemps à l'étranger et qu'on rentre dans son pays, c'est déjà d'écouter, d'observer, d'essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, parce qu'on est dans des environnements qui sont très durs. Y a de la... Tu ne me laisses pas poser des questions. Non, laisse-moi aussi poser des questions. Je ne voulais pas poser des questions. Je continue. Hein? Si je ne veux pas poser mes questions, please. Okay. Parce que non, c'était intéressant parce qu'il y avait beaucoup de sujets en fait que je voulais qu'on puisse partager. Tu as parlé de 3 choses qui m'interpellent, c'est la multiculturalité, c'était l'interculturalité que tu as développée certainement parce que tu as vécu dans plusieurs pays. Donc ça, c'est pour moi, j'ai quand même des questions là. Quand tu parles, j'ai envie de poser des questions par rapport à ça. Donc il y a ça. Le deuxième sujet, c'est toutes ces compétences que tu as acquises et qui sont quand même importantes. Tu as parlé de paix, sécurité, gestion de conflits, gestion de projets, qui sont quand même des compétences importantes. Et la troisième chose qui m'interpelle, c'est tout ce qui est transgénérationnel. Parce que tu dis, on apprend des plus jeunes, et ça, c'est un sujet qui est très important pour moi, parce que j'y crois. Donc moi, j'aimerais te poser déjà ma première question, c'est pour toi, quand on a à naviguer entre plusieurs pays africains, de quoi est-ce qu'on a besoin pour s'adapter? De quoi est-ce qu'on a besoin pour s'adapter? Tu parles dans un pays africain qui n'est pas le sien? Oui, tu as vécu au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en RDC. Comment tu gères? Tu arrives dans ces pays-là et puis tu as navigué entre les Comores Je pense que la première des choses, c'est le respect. Le respect des cultures locales, le respect des gens. Ayant travaillé avec justement des personnes de cultures différentes, on se rend très vite compte que ceux qui ne s'adaptent pas, c'est ceux qui viennent avec la science infuse et qui pensent qu'ils viennent civiliser des gens ou ils viennent développer des gens. À mon avis, c'est une grande erreur et qui impacte en fait après la manière dont ça va se passer au quotidien avec les gens, que ce soit avec les collègues ou que ce soit même au marché ou avec le propriétaire de votre maison, etc. etc. Donc le respect d'abord, et puis quand on arrive dans ces pays, on arrive parce qu'il y a des problèmes. Donc c'est d'essayer de comprendre les causes de ces problèmes. Je pense que l'une des erreurs qui ont été commises par beaucoup de ces organismes, c'est de s'attacher aux conséquences. D'accord. Pas la cause. Pas la cause. D'accord. Alors on va dans une région, on va monter une école parce qu'il y a des enfants en bas âge qui ne vont pas à l'école, et puis on est content, on a fait l'école. Mais lorsqu'on revient 5 ans après, ben, il n'y a plus d'école. Donc le pourquoi. Voilà. Et pourquoi il n'y avait pas d'école. Donc voilà, c'est pour ça que au fur et à mesure, moi je n'étais pas prédestinée sur les questions de gouvernance, parce que moi j'ai fait une fac d'économie à la base. Mais au fur et à mesure que je travaillais justement sur les programmes de développement, pour moi, ma compréhension, c'est que les questions de gouvernance, elles sont vraiment centrales dans tout ce qui se passe dans ces pays-là. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus pour notre auditoire? Quand tu parles de questions de gouvernance, est-ce que tu peux aller un peu plus loin, expliquer exactement de quoi il s'agit? Le fonctionnement même du pays, le fonctionnement des institutions, le rapport des hommes et des femmes à ces institutions, et la manière dont ça va se décliner après de l'État central jusqu'au niveau le plus bas du village. Donc ce que tu veux dire, c'est que dans tous ces pays, les agences des Nations Unies et autres agences, institutions internationales, quand elles viennent, elles s'attachent plus aux conséquences,
alors que toi, de ton observation et de ton expérience, tu t'es rendu compte que la gouvernance, comprendre la gouvernance et les challenges de la gouvernance te permettait de comprendre les causes profondes qui amènent ces conséquences, notamment par exemple éducation, etc., tous ces challenges de nos sociétés jusqu'alors africaines que nous vivons, quoi. Et puis comprendre aussi l'histoire du pays. Ces pays-là. D'accord, ok. Pourquoi telle personne va antagoniser une autre si on ne comprend pas que 3 ou 4 générations avant, il y a eu des conflits qui n'ont pas été réglés et qui ont été transmis de génération en génération et des gens se retrouvent à se battre les uns contre les autres alors qu'à la base, ils n'ont pas de problème. Donc je voudrais récapituler ce que tu dis dans l'interculturalité pour s'adapter. Il y a donc le respect, il y a comprendre les causes des problèmes du pays, il y a comprendre la culture du pays et l'histoire. Et comprendre les modes de gouvernance, surtout dans ton contexte professionnel. Exactement. D'accord, donc c'est intéressant parce qu'on a une audience qui est assez internationale, hein, qui est au Canada, un peu partout, et on a des professionnels qui essaient aussi, qui sont des gens qui sont amenés à vivre dans d'autres pays. Et ici, on est vraiment sur une chaîne où on parle de compétences, de développement professionnel et personnel. Ça aide, ton expérience peut édifier notre audience. Donc la deuxième question, le deuxième sujet que j'avais, c'était, si je me souviens même, parce que j'ai oublié même, qu'est-ce que j'ai dit même? Il y avait le deuxième, les compétences. Excuse-moi, je te parle de compétences, donc ce sont les compétences. Alors, pour toi aujourd'hui, en termes de compétences techniques, je sais qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences techniques, mais aujourd'hui, quelles sont les compétences importantes, au-delà des soft skills, on va revenir sur les soft skills, qu'on doit avoir pour pouvoir naviguer dans un contexte professionnel de haut niveau, Nations Unies, etc., multinationales, ce genre de choses. Les 2 ou 3 compétences techniques, pas toutes, mais 2 ou 3 qui sont essentielles aujourd'hui. Alors, la planification, déjà, parce qu'on est là dans un temps donné, et il faut pouvoir se dire que se donner des objectifs pendant ce temps-là. Et si on ne se fixe pas des objectifs clairs, c'est difficile après d'évaluer les moyens dont on aurait besoin, de savoir de quel type de ressources humaines on aurait besoin de s'entourer pour pouvoir atteindre justement ces objectifs. Donc, avoir une feuille de route, en fait. D'accord, avoir une feuille de route claire. Une feuille de route claire. Et pouvoir... alors là, je pense que là, on va tomber dans les soft skills. pouvoir gérer les imprévus, parce qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, dans des environnements qui sont très instables. Et donc l'imprévu fait partie en fait du quotidien dans la gestion de tout projet et pouvoir justement y faire face, trouver des solutions, être agile, est-ce que c'est ce que tu veux dire? Flexible, ouais, plutôt flexible et créatif aussi. Créatif et flexible, d'accord. Et donc la communication, puisque tu es arrivé sur les soft skills. Voilà. Hein. Oui, oui. Et quand tu dis communication, qu'est-ce que toi tu mets dans la communication? C'est quoi pour toi la communication? La communication, c'est déjà exprimer clairement ce que l'on veut faire et pouvoir transmettre, en fait, pouvoir le diffuser de manière à créer une dynamique autour de ce projet que l'on veut mettre en place. Parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde, mais si les bénéficiaires ne comprennent pas concrètement ce que l'on veut faire, il est difficile de créer justement cet entrain qui va justement générer les résultats que l'on cherche et pérenniser aussi ce qu'on a mis en place. D'accord. Tu utilisais un mot intéressant, tu as dit bénéficiaires. Parce que dans ton contexte, vous avez des bénéficiaires, c'est ça? C'est ça. Ok, je veux comprendre. C'est le jargon... Nous, on n'est pas des Nations Unies. Oui, oui. Nous, on est des gens du peuple. Et il faut nous expliquer tout ça là. Alors, quand on travaille pour un organisme de développement, on met en place des projets et des programmes. D'accord. Et ces projets et ces programmes ciblent
une partie de la population, parce qu'on ne peut pas faire des projets pour tout le monde. Alors ça peut être les élèves, ça peut être les professeurs, ça peut être, par exemple, si on appuie une collectivité locale, ça peut être les usagers de cette collectivité. Donc, selon le type de projet ou programme, on cible une population déterminée. Donc c'est eux qu'on appelle les bénéficiaires. D'accord. Non, c'est important parce qu'en fait, bon, c'est vrai, hein, nous on n'est pas des Nations Unies, ma chérie, hein, on est des gens du peuple commun. Tu as vu, non? Non, je t'inquiète. Troisième chose, tu parlais de transgénérationnalité. Tu parlais d'apprendre auprès des jeunes. Pourquoi est-ce que tu penses, et moi je suis tout à fait d'avis, que c'est important de repartir vers les plus jeunes pour apprendre des nouvelles compétences, pour s'éduquer, pour se former? Quelle est l'importance et l'avantage de cette transgénérationnalité dans l'éducation, dans la transmission? Le reverse mentoring, comme je l'appelle. Oui, je pense que c'est important d'avoir ça en ligne de mire, parce que les jeunes se font une éducation qui n'est pas la nôtre, nous qui sommes leurs parents. On a eu notre éducation qui est déjà différente de celle que nos parents ont Bien eues. sûr. Nous avons été confrontés à des choses que nos parents n'ont pas connues, qui ont fait que, voilà, on a développé d'autres types de compétences. Et aujourd'hui, moi, quand je vois mes enfants, je vais leur demander de me régler quelque chose sur mon téléphone parce que je ne sais pas le faire. Et c'est pas une honte. C'est une honte. Non, moi je trouve qu'ils ont... C'est comme ma mère qui m'appelle de Paris pour me dire « Ah, je veux changer la photo sur mon statut WhatsApp. » Non, ça, je sais changer la photo, mais des fois, il y a des choses qui me dépassent. Et puis, voilà, ils ont accès à des informations auxquelles nous intéressons pas forcément. Aujourd'hui, un jeune qui est à Ouagadougou ou à Moroni ou dans le fin fond du Congo, il sait ce qui se passe à Pékin pour peu qu'il s'y intéresse. Il peut le savoir. Même si tu ne t'intéresses pas, l'information vient vers toi. Tu sais, non? Voilà. Donc, et je pense que voilà, cette ouverture-là fait qu'ils développent des compétences qui font qu'ils peuvent apprendre justement à leurs aînés à travailler plus rapidement. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de méthodes dans l'agriculture, dans la santé, dans beaucoup de domaines qui sont développés à travers le monde. Et pour peu qu'un technicien dans ces domaines-là s'y intéresse, quel que soit l'endroit où il est, avec son smartphone, il peut avoir accès à cette information. Tout à fait. Et donc, voilà, c'est extraordinaire, mais à condition que ça soit utilisé à bon escient. Tes enfants, quel âge? 35 et 33. Tu as 25 ans, comment c'est possible? On ne dirait même pas. Ah, ça, c'est les progrès de la science. Looking good. Looking good, madame. Waouh. Alors, c'est très intéressant. Merci pour ça, parce que je pense que c'est important. Ces thèmes que tu as développés quand tu donnais ta réponse dans ta présentation, ça m'a donné des idées de questions, hein, spontanément, comme ça. Aujourd'hui, tu as fait une longue carrière aux Nations Unies. Je crois que tu es la deuxième personne des Nations Unies que je reçois. J'avais reçu le docteur Yao comment on appelle, de l'OMS. Maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les compétences que les jeunes doivent avoir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de rentrer aux Nations Unies, toujours. Hein. Moi, je pensais que ça faisait rêver, plus rêver, mais ça fait toujours rêver. Hein. On est dans un contexte mondial assez complexe aujourd'hui, où il y a énormément de conflits qui se profilent à l'horizon. Il faut qu'on le dise, hein, c'est une réalité qui est là. Il y a beaucoup d'agressions, il y a le nucléaire, il y a etc. Est-ce que les Nations Unies font encore rêver? Je ne sais pas si les Nations Unies font rêver, ou en tout cas, est-ce qu'elles font rêver de la même manière qu'elles nous ont fait rêver? Maintenant, c'est le J. C'est l'argent. Voilà. Ma perception de l'entrée en carrière aujourd'hui des jeunes, ils sont plus motivés par les avantages, l'aspect pécunier de la chose et aussi
La question des vacances est déjà... Sérieux? Enfin, le fait de pouvoir bénéficier de vacances, de ceci, de cela, c'est déjà un sujet de préoccupation quand on s'engage dans la vie professionnelle, de manière générale. En général, oui. Donc, je pense que le système des Nations Unies peut avoir une certaine attirance parce qu'on sait que c'est des bons salaires, parce qu'on sait qu'il y a de bonnes conditions, parce que ça fait voyager, parce que ceci, cela, etc. C'est pas pour nous angéliser, nous, notre génération, mais je pense qu'à notre époque, on était moins dans ces considérations. Enfin, moi, je sais que, comme je disais, dès l'enfance, on m'a toujours conditionné pour rentrer au pays, pour servir le pays. Donc, pour moi, rentrer aux Nations Unies, c'était le moyen justement de réaliser cette mission de pouvoir servir mon pays, de pouvoir développer des choses qui vont servir le pays. Et en plus, moi j'ai commencé comme staff local qui n'est pas du tout bon, même si les conditions d'un staff local dans le pays sont toujours un peu mieux que de travailler pour un organisme privé ou même pour le gouvernement. Mais c'est pas des 1000 et des 100 non plus, quoi. C'est pas énorme. Donc l'attirance pour des conditions extraordinaires n'était pas centrale dans ce choix-là. Aujourd'hui, je pense que c'est des considérations qui pèsent beaucoup dans les décisions d'orientation des jeunes. Est-ce que excuse-moi, je passe pas du coq à l'âne, mais tu me donnes à chaque fois envie de poser des questions. Est-ce que tu penses avoir servi, est-ce que tu es satisfaite du service que tu as donné aux Nations Unies, à l'Afrique, parce que c'était pas que ton pays, hein, tu as servi plusieurs pays, il y a un moment tu as quand même chapeauté 24 pays. Donc est-ce que tu as été satisfaite dans ton sens du service? Oui et non. Oui, dans le sens où il y a toujours des petites satisfactions sur un projet, sur des gens que l'on a accompagnés, sur des retours qu'on a eus d'un travail qu'on a réalisé. Mais lorsqu'on regarde de manière globale, on n'a pas l'impression qu'on ait beaucoup fait avancer les choses. Bon, après, ça dépend des contextes. Je pense qu'on crée la matière, on crée de la réflexion, on développe des analyses qui, si elles sont utilisées par les gouvernements ou les différents ministères avec qui on a eu à travailler, pourraient être utiles. Et en fait, ce qui fait la frustration, c'est de produire toute cette connaissance et que cette connaissance ne soit pas utilisée à bon escient. Voilà. Est-ce que tu as un exemple concret? Oh, j'en ai des millions. Non, juste vite fait, quoi. Pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux dire. Par exemple, l'un des premiers travaux que j'avais fait en étant staff local aux Comores, c'était de travailler sur le plan de développement sanitaire sur un horizon de 20 ans. D'accord. Donc on a travaillé pendant des mois avec les médecins, avec des experts en santé publique, vraiment avec tous ceux qui... Toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes qui pouvaient contribuer à ce travail. Et à la fin, on produit un beau document, le plan de développement sanitaire à l'horizon de 20 ans. Je ne sais plus combien. Et puis après, je pense que ce document a été rangé quelque part et il a commencé à prendre la poussière. Et dans toutes les recommandations qu'on a pu mettre en place, tous les projets qui ont été proposés, n'ont véritablement été mis en place. Donc, comment tu t'es sentie? Le problème, c'est qu'on passe à autre chose, en fait. Okay. On passe à autre chose, on se dit peut-être que l'approche n'avait pas été bonne, et puis on recommence, on développe une autre approche, et puis 25 ans après, on se dit, bon ben... D'accord. Le problème de gouvernance est quand même central. Et qu'est-ce qu'il faudrait inculquer aux gens jeunes et moins jeunes aujourd'hui pour pouvoir avoir une meilleure gouvernance dans nos États, par exemple? Quelles sont les compétences qu'il faudrait, les skills à développer?
Il faudrait déjà que... Bon, moi, ayant fait une partie de ma scolarité en Europe, dès le primaire, on élit un délégué de classe. On fait ça aussi en Afrique, hein. En Afrique francophone, en tout cas de l'Ouest. On a des délégués de classe dans toutes les classes. Dans le public? Oui, dans le public, oui. Moi, je n'ai pas vu beaucoup d'organisations comme ça. Si. Et puis, il y a des cours, il y a des cours d'éducation civique qui sont donnés. Quand on arrive en classe le matin, il y a un ordre, il y a plusieurs techniques en fait qui sont développées dès le plus jeune âge, qui font que l'enfant apprend à respecter l'ordre, à respecter des règles, à respecter des consignes, ce qui fait que quand il arrive à l'âge adulte, il a déjà ces réflexes qui sont... Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait cette discipline au sein des établissements scolaires qui accueillent les jeunes enfants. Ce qui fait que ce désordre, il s'étend en fait dans toute l'administration. Si aujourd'hui, un jeune homme de 16 ans peut acheter un permis de conduire alors qu'il ne sait pas conduire. Les conséquences sont terribles. Les conséquences sont terribles. On sait par exemple qu'on a des problèmes d'électricité. Là, je parle dans le cas des Comores. L'un des problèmes auxquels est confrontée la société d'électricité, ce sont les fraudes, les branchements sauvages, et tout ça, c'est fait avec la complicité des agents qui travaillent dans la société d'électricité. Donc il y a tout un système qui est mis en place pour contourner les règles. Et donc à partir de là, c'est difficile de construire un système où... Là où ça marche, c'est parce qu'il y a des règles qui sont respectées. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fraudeurs. Il y a, mais le système fait qu'on sanctionne les fraudeurs. Si quelqu'un est pris en flagrant délit de fraude, il est amené devant la justice. Voilà. Donc, tous ces systèmes sont défaillants dans nos pays. D'accord. Donc moi, je voudrais juste récapituler un peu ce que tu viens de dire pour clarifier un peu les choses. Le fait qu'il n'y ait plus peut-être d'éducation civique, je ne sais pas s'il y en a encore. En tout cas, moi, quand j'étais petite, il y en avait, mais maintenant, je pense qu'il n'y en a plus dans certains pays. Le respect des règles élémentaires, le sens de la responsabilité, tout ça, ce sont l'intégrité. Tout ça, ce sont des notions qui sont diluées, en fait, qui n'ont pas été... Exactement. Et ce qui fait que, forcément, ça amène des conséquences au sein de la société. Donc, il faudrait ramener les fondamentaux de façon à pouvoir construire une société où il y a une meilleure gouvernance. Puisque c'est ça, les bases de la gouvernance, finalement. Mais moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, parce qu'il y a des gens qui ont été en Europe, qui reviennent, et on en parlait, toi et moi... Ils reviennent, mais quand ils rentrent dans le système, ils oublient tout ce qu'ils ont appris. Alors, oui, parce que le système les noie d'une certaine manière. Parce que je voulais revenir sur un autre point. Sur le fait qu'on est dans des environnements donc, très instables, où on se lève le matin, on ne sait pas si on va avoir un repas le midi et encore moins le soir. Donc tout ça, le fait que c'est le système D qui prévaut. Donc c'est difficile à partir de là de devoir respecter des règles, même si on en est conscient, mais ça vous retarde finalement dans votre gestion du quotidien et surtout qu'on est dans un système où il y a une impunité face à toutes ces dérives. Donc même quand on est éduqué, même quand on sait que c'est pas bien ce qu'on fait, mais on est dans le système. On est dans le système parce que on a développé aussi une certaine laxisme. Pas seulement du laxisme, mais fatalité. On admire. Il y a une fatalité. On admire les gens qui ont réussi, quelle que soit la manière. Dans les antivaleurs. Voilà. Quelle que soit la manière dont ils ont réussi. Donc il n'y a plus de jugement. À partir de là, qu'est-ce qui va m'empêcher moi de ne pas... Quelle est la solution? Comment est-ce que je rééquilibre la société de façon à mettre en place un système de gouvernance qui permette de rétablir les choses ou au moins d'aller vers un développement, vers du résultat,
Voilà, quelle est la solution aujourd'hui? C'est vrai, comme on dit, le poisson il pourrit par la tête. Donc si ceux qui dirigent n'inspirent pas cet ordre-là, c'est difficile d'avoir des changements réels. Alors, il peut y avoir à des niveaux microscopiques, dans un village, dans une mairie, on va entendre parler de quelqu'un qui a fait quelque chose quelque part. Mais au niveau national, pour que ça change, il faut vraiment que nos dirigeants prennent le taureau par les cornes et décident d'imprimer ce changement-là. Sinon, on ne va pas y arriver. Oui, je valide. Alors, tu sais qu'au Sénégal, on a un nouveau slogan. Djoub, Djoubal, Djoubanti. Qui veut dire? Ah, Djoub, droit. C'est-à-dire que c'est l'intégrité, en fait. C'est ça. Sur tout. Et c'est le slogan de gouvernance actuelle. Mais oui, tu vois... Je pense que le cas d'école du Sénégal intéresse beaucoup de monde parce que l'équipe actuelle a créé cet espoir de changement. Oui, mais... Et tout le monde l'observe maintenant. Oui, mais tu sais très bien qu'en Afrique, quand il y a de l'intégrité, l'argent ne circule plus. Et les gens commencent à pleurer parce qu'au moins quand on volait, l'argent circulait. C'est comme ça partout et on commence à dire « Ah, ce régime-là, c'est dur ». Parce que les gens ne sont pas prêts à serrer la ceinture pendant quelques années et se dire « Bon, on va serrer la ceinture et après ça ira ». Parce qu'on est habitué à un système. Et c'est comme ça dans beaucoup de pays à chaque fois. Hein. Quand il y a des régimes où ça circule, on est content. Tout le monde... Et dès qu'il faut serrer la ceinture, il y a quand même, ouais, mais ces gens-là, l'argent ne circule pas. C'est ce qu'on entend ici, du matin au soir, en tout cas, d'accord, l'argent ne circule pas. Et l'argent ne circule pas. Est-ce qu'il y a de l'argent? Mais justement, il n'y en a pas, donc ça ne peut pas circuler. Mais il n'y en a pas, on sait pourquoi il n'y en a pas, ça ne peut pas circuler, mais les gens ne veulent pas accepter ça comme ça, ne sont pas prêts à voilà, donc c'est vraiment, c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue, en fait, tu vois, on tourne en rond. Donc, je pense que profondément, comment est-ce qu'on peut changer le mindset des gens de façon à leur dire, moi je pense que ce que tu as dit sur le patriotisme, donc l'éducation civique est très important, parce qu'on n'a plus vraiment le sens de la nation. Le sens de la nation. Et toi, tu le sais très bien, tu viens d'un pays où vous avez été quand même confronté à des nombreux... Combien de coups d'État il y a eu aux Comores? Je crois que c'est le pays où il y a eu le plus de coups d'État au monde. Sur les médias, on dit qu'il y en a une vingtaine, mais en fait, il n'y en a pas eu tant. Il y a eu des tentatives. Non, on dit seulement il y a eu combien? Tentatives et coups d'État compris. Dis-nous le total. Une vingtaine. Tentatives et coups d'État compris. Moi, je dirais une dizaine. Ouais. Mais bon, les médias aiment bien. Comment est-ce que tu construis une nation comme ça? Non, c'est clair que même un, c'est beaucoup. Oui. Tu vois, la nation. Il y a le Moussel du Sénégal, là. Je suis obligé de faire la prière pour les pas moi, ça me traumatise. Que Dieu nous épargne de ça. Mais c'est quand même... C'est tout un tissu qu'il faut reconstruire. Là. Ah non, mais c'est évident, c'est évident. Mais en fait... on parle de gouvernance, mais je pense qu'il faut aussi être conscient. La plupart de nos pays, plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Absolument. Donc, faut qu'on soit réaliste, on oublie ça souvent. Chaque être humain, il aspire à manger, à avoir un toit, à pouvoir mettre ses enfants à l'école, pour pouvoir se soigner quand il est malade. La pyramide de Maslow. Voilà. Allez voir la vidéo sur la pyramide de Maslow. Donc, c'est des fondamentaux déjà qui doivent être mis en place. Et c'est des politiques publiques qui doivent être... C'est le rôle du gouvernement. Oui, c'est le rôle du gouvernement de remettre sur pied, en fait, le service public. C'est ça la priorité qui devrait être... Donc, il y a un décalage. Comment tu réconcilies une jeunesse qui est en perte de repère, qui a besoin d'avoir de l'espoir, avec un service public qui est défaillant? Comment est-ce que tu fais ça? Moi, président Oui, tiens, voilà, très bonne idée. Toi, présidente, oui, why not? Je n'ai pas de problème quand j'arrive aux Comores. Je ne sais pas la... En fait, je pense qu'il faut regarder la question dans son ensemble. Pas toi, président, mais société civile. Tu milites beaucoup dans l'activité de la société civile. Oui. Et la société civile, c'est un contre-pouvoir. Tout à fait, c'est un contre-pouvoir. Mais je pense qu'il faut voir la question dans son ensemble. Nos pays ont des potentiels qui ne sont pas forcément exploités. Parce que comme tu dis, il faut que l'argent circule. Il faut qu'il y ait de l'argent. Est-ce qu'on peut
créer de l'argent dans nos pays. Oui, je pense que le potentiel existe. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir créer ces financements? Est-ce que ce sont des compétences techniques? Est-ce que ce sont des ressources humaines? Est-ce que ce sont... Et comme tu dis, il y a des jeunes qui en veulent. Eh bien, ces jeunes-là, pourquoi on ne les forme pas pour pouvoir justement exploiter le potentiel qui n'a pas été fait? Donc, les possibilités existent. Maintenant, est-ce qu'on nous laisse aussi gouverner nos pays comme on voudrait le faire? Ça aussi, c'est une autre paire de manches. et aussi, comme je disais tout à l'heure, quand on arrivait souvent dans des pays où il y a des conflits, on se laisse aussi bouffer aussi par ces conflits. Les problèmes ethniques qu'il peut y avoir dans certains pays. Nous, on a le problème de la question de Mayotte qui est toujours occupée. Donc, ce sont des vrais problèmes qui minent le développement des pays, qui minent la mise en place de politiques publiques qui permettent de répondre aux besoins des populations. Mais lorsqu'on gratte un peu, ce sont des faux problèmes. C'est de la diversion par rapport aux enjeux qui devraient mobiliser toute notre attention et toute notre énergie. Donc c'est aussi il faut pouvoir s'élever justement au-dessus de ces problèmes qui pèsent justement dans le développement de nos pays. Maintenant, quand tu dis qu'il faut former les jeunes, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait former en quoi? Parce que on a besoin de un peu plus de précision par rapport à ça, selon toi. Parce qu'aujourd'hui, ok, les enfants, on a raté le coche, mais aujourd'hui, on a des jeunes adultes, on a 75% de la population qui est moins de 35 ans. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut qu'on en fasse quelque chose. On ne peut pas dire, bon, on a raté le coche, donc on abandonne. On ne peut pas abandonner. Qu'est-ce qu'on doit faire? On sait par exemple qu'on doit développer l'industrie dans nos pays. Après, selon le domaine industriel que l'on veut développer, il faut pouvoir avoir de la main-d'œuvre qualifiée qui puisse faire ce travail-là. Pourquoi aujourd'hui les entreprises vont délocaliser en Asie alors qu'elles pourraient le faire aussi en Afrique? S'il y avait cette compétence-là, s'il y avait les infrastructures, les infrastructures qu'il faut. Donc, c'est toute cette réflexion en fait qui doit être menée et qui permet d'intégrer. Et je pense que on a le potentiel pour y arriver. Les blocages sont plus politiques que économiques ou humains. Mais moi, je pense qu'il y a aussi des blocages humains, parce que, regarde, on a une population qui est à 75% jeunes. Aujourd'hui, moi, mon audience, c'est les jeunes. J'ai des jeunes de 17 ans, de 20 ans, 23 ans. Qu'est-ce que tu leur donnes? Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre comme compétences? Et là, c'est en soft skills. Qu'est-ce qui peut les aider à naviguer à travers ces challenges de gouvernance? Ils n'ont aucune emprise sur la gouvernance aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Ils pourraient avoir cet impact. Ce sont eux qui votent. D'accord, donc l'impact, tu leur dis d'avoir le sens de le vote, voter. Le sens civique. Le sens civique, d'accord. Comprendre qu'un bulletin de vote, c'est un pouvoir. Un bulletin de vote, c'est un pouvoir, donc et à partir du moment où la jeunesse s'intéresserait à la vie politique et considérerait qu'elle a son mot à dire et qu'elle a le moyen de sanctionner ceux qui ne font pas correctement leur travail, ça obligerait la classe politique aussi à être un peu plus responsable. Si aujourd'hui la classe politique se dit que pour gagner une élection, je vais payer ce jeune homme pour qu'il vote pour moi, et que le jeune homme accepte aussi, donc là, parce qu'il a faim. On tue le game, oui. Ah ben voilà, donc le jeune homme va accepter parce que c'est peut-être ça qui va lui permettre de manger aujourd'hui. Oui, il va manger aujourd'hui, mais demain. Voilà. Oui, mais c'est en fait, ce qu'il faut qu'il comprenne justement, c'est que il va manger aujourd'hui, mais demain il va être encore obligé de se prostituer pour pouvoir manger, et encore plus demain s'il a un enfant pour faire manger son enfant. Alors que s'il résiste aujourd'hui, il peut se créer un avenir, et pour lui et pour son enfant. Malheureusement, c'est tellement facile à dire, mais c'est tellement peu appliqué dans nos pays. Il y a très peu de pays qui... Ici, il y a eu de la résistance quand même. Mais c'est pas beaucoup dans beaucoup de pays, parce qu'il faut faire on a toujours peur de basculer dans des conflits, on a peur de basculer dans des choses. Bon, donc c'est très délicat en fait. Mais on bascule quand même.
On bascule dans le La sud. plupart des pays africains sont dans des conflits. On bascule quand Pas même. que les Donc, pays africains, la plupart des pays du monde. oui. Seigneur, préserve-nous. Donc, je pense qu'il y a un moment où il faut se dire que... C'est vrai que la ceinture est déjà serrée, mais on va la serrer un peu plus pour... Tu n'as pas vu comment ma ceinture est serrée? Je n'arrive même pas à respirer, tu ne peux pas le serrer la ceinture. Non, il y a besoin d'une jeunesse qui soit consciente des enjeux, qui comprenne son pouvoir. D'accord, ça c'est important. Ce que tu dis, oui. Donc elle a ce pouvoir de vote, Oui. elle a quel autre pouvoir? De descendre dans la rue quand elle n'est pas contente. Oui, mais descendre pacifiquement, de façon structurée, pas Oui. de façon... Mais ça dérange les pouvoirs, de toute façon. Ok. Quand vous avez des milliers de personnes dans la rue qui disent qu'elles ne sont pas contentes, elles cherchent des solutions. Ça les oblige à chercher des solutions. D'accord. Ok. D'accord. Donc la conscience. Maintenant, au niveau de la société civile, quel est le travail que l'on peut faire ou qui est fait pour pouvoir, en tout cas à ton niveau, toi, de ton expérience, pour pouvoir amener à créer cette jeunesse consciente? Le propre des organisations de la société civile, c'est de former en fait. Cette jeunesse-là, de former et informer. Et pour qu'elle, justement, elle prenne conscience et qu'elle puisse s'organiser en conséquence. Aujourd'hui, si vous voulez lancer un mouvement de grève, il faut qu'il y ait un syndicat derrière. D'accord. Ce sont ces organisations qui permettent je suis très sceptique. Je suis assez sceptique, c'est vrai. Parce que souvent, je vois les mouvements de société civile, c'est souvent des faire-valoir pour des personnes, des individus qui créent des mouvements pour, elles, se positionner et partir de l'autre côté, finalement. Ah oui, c'est très classique. Ça arrive, c'est clair. Oui. Est-ce que la société civile est encore crédible en Afrique? Elle pourrait l'être. Je pense que le cas du Sénégal, la société civile est crédible. Ah oui, très crédible. Oui. Mais il y a un système qui est fort. Les institutions sont fortes. Oui. Mais... Plus fortes que les hommes d'ailleurs, je pense. Il est vrai que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus... mais ce n'est pas une raison pour désespérer. Non, je suis d'accord, on doit. Mais je te donne mon point de vue et ma vision, parce que je vois des gens, l'association, c'est une personne, quoi. C'est la personne qu'on voit du matin au soir, c'est la personne qui est reçue à la présidence, c'est la personne qui est partout, c'est la personne qui... L'association, en fait, c'est comme on dit, c'est une association avec une personne qui a une valise et puis c'est sa photo partout, quoi. Oui. Mais il y a aussi l'effet miroir des médias qui mettent en valeur les personnes qu'ils peuvent, qu'ils peuvent manipuler, qu'ils peuvent utiliser, qu'ils peuvent. Mais les vrais patriotes, les vrais militants, ceux-là, ils doivent se battre beaucoup plus pour avoir cette visibilité-là. Donc, il y a aussi un biais qui est créé par les médias. Le biais, tout à fait. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Mais je pense que on est arrivé à un tel niveau justement de désespoir et de fatalisme que justement pour s'en sortir il faut y croire. Cette expérience du Sénégal pour moi c'est un modèle lequel devrait s'inspirer beaucoup de... Jubal Jubantiway, bravo. Alors on arrive un peu à la fin de cet entretien et je voulais un petit peu savoir toi quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi. C'est 3 valeurs importante pour toi? L'intégrité. Je vais dire l'honnêteté, mais c'est un peu pareil. L'engagement. Tu peux avoir 2, c'est pas grave. Si les 2 là te suffisent. Je pense que j'en ai plus que 3, mais... Oui, déjà l'intégrité et l'engagement, d'accord. Et maintenant, toi, si tu dois donner des conseils à des jeunes professionnels aujourd'hui, quels sont les soft skills, tu penses, qu'ils devraient acquérir pour pouvoir évoluer et naviguer au sein d'entreprises ou d'organisations internationales? Quels sont les 2 ou 3 soft skills que tu as parlé de communication? Est-ce que tu peux, peut-être dans le contexte là. Déjà, la soif d'apprendre. Je pense qu'il y a un tel... Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir une palette de possibilités d'apprentissage, même gratuit.
Et comme Naboufal officiel. Comme Naboufal officiel. Vous venez apprendre aujourd'hui, vous avez appris beaucoup avec Nadia aujourd'hui. Voilà, il faudrait avoir cette soif de connaître, cette soif de connaissance et profiter de tous les moyens dont on dispose aujourd'hui pour pouvoir développer ses compétences. Une soif de connaissance, ça revient aussi à la curiosité peut-être. Oui, c'est ça. D'accord. La curiosité, la communication, j'avais dit, et puis quoi d'autre? L'adaptation. L'adaptation, la capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation. J'avais parlé de flexibilité tout à l'heure. Ouais. Bon, aujourd'hui, on a justement par rapport à cet éventail de connaissances qui est à notre disposition, on peut, si on veut développer la pêche, on peut voir quel autre pays, comment il s'en est sorti, comment voir des pays similaires. Partage d'expérience. Voilà, partage d'expérience. Voilà, il y a des tas de choses que l'on peut apprendre de pays qui s'en sortent déjà et transposer de chacun dans son environnement. Oui, c'est vraiment... Merci. Est-ce qu'on a un ambassadeur des Comores en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali? Au Sénégal, il y a une ambassade. Ah, ok. En fait, le Sénégal et les Comores entretiennent des relations très fortes depuis l'indépendance. Il faut savoir que les Comores, en fait, ont déclaré de façon unilatérale leur indépendance. Ah, ok. Donc, ça a été un électrochoc. Et la réaction des Français, qui à l'époque, qui étaient les colons, ça a été de partir du jour au lendemain. Donc, du jour au lendemain, les écoles se sont retrouvées... Ils ont lâché les Comores. Sans prof, sans instituteurs. Les médecins sont partis. Et en fait, l'un des premiers pays qui sont venus à la rescousse des Comores, c'est le Sénégal. Il y a longtemps que le Sénégal est ouané. Il y a eu des professeurs. C'est chouette de savoir ça. Je ne savais pas du tout. J'ai jamais su ça. Des professeurs très intéressant. De maths, magnifique. Qui sont venus sauver le lycée de Moroni. Ok. Et il y a eu beaucoup les médecins venaient plutôt de Tunisie. Ok. Voilà. Ah, je ne savais pas, c'est intéressant. Et depuis lors, il y a toujours eu une relation très forte entre les Comores. Bravo. Il y a beaucoup d'étudiants comoriens à Dakar. Oui, ça j'ai vu. Voilà, parce qu'ils bénéficient aussi de facilités. Non, ils se sont chez eux. Hein. Voilà. C'est ça, c'est l'Afrique que nous voulons. C'est ça. Ouais. Et en tant que Comorienne, j'ai pu rentrer à Dakar sans faire une demande de visa. C'est chez toi? Je suis chez moi. Ah, donc tu veux dire qu'on n'a pas besoin de visa pour aller à Moroni? Il n'y a pas besoin. J'arrive. En tout cas, Nadia, merci beaucoup. Un dernier mot pour notre audience de conseils, peut-être dernier conseil avant qu'on... Merci pour cette très belle conversation. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Hein. Les conversations sont toujours exaltantes, intéressantes. Je crois qu'on peut rester parler jusqu'à... Ouais. Je pense que Naboufal fait partie de l'une de ces plateformes de savoir dont on a besoin, non seulement pour les questions de développement de manière générale, mais surtout sur l'engagement des femmes, sur le leadership des femmes. Je pense que c'est un travail extraordinaire qui se fait et qui a besoin d'être soutenu. Parce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Et voilà, ça fait du bien. Parce qu'on a toujours l'impression dans nos pays que la question du leadership des femmes, c'est quelque chose qui vient des Blancs, de l'Europe, de l'Occident. Donc voir une Naboufal... Tu sais que moi j'aime quand on fait mon atalakou, hein, continue. C'est ça, tu peux continuer encore une heure. Non, je te taquine. Dans nos cultures déjà, dans notre histoire, les femmes ont toujours eu beaucoup de pouvoir. Et je pense qu'il y a eu une rupture avec la colonisation. Absolument d'accord. Et il y a quelque chose qui doit être établi. Absolument d'accord. Je pense que c'est important qu'on sache que la place de la femme dans les sociétés africaines, c'est pas ce qu'on pense aujourd'hui dans beaucoup de nos familles, de nos villages. Ça, c'est le prochain podcast qu'on va faire, toi et moi, quand on va te voir à Moroni, Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis merci pour ton soutien. Hein. Tu avais fait les 10 clés de la réussite au féminin.
Tu as aimé? Beaucoup. On parle ça un peu? J'ai appris beaucoup. En fait, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Oui. Peut-être qu'on sait de manière un peu inconsciente, mais voilà, ça permet de mettre des mots dessus. Ça m'a aussi permis de me libérer d'une certaine manière. Quand on réfléchit justement sur le syndrome de l'imposteur, sur des peurs qu'on peut avoir pour la prise de parole ou des choses comme ça, une fois qu'on les a analysées, qu'on les a décortiquées, du coup ça libère un peu et ça m'a beaucoup aidé. Merci Nadia. Voilà. Merci beaucoup. Non, je voulais avoir quand même... J'ai quelqu'un en live qui a fait une de mes formations sur la plateforme et puis je pense que c'est important d'en parler, surtout que tu n'es pas obligé de le faire, tu me connais bien. Oui, oui. Tu vois, je me suis dit, les gens qu'on connaît en général, ils nous sous-estiment toujours les formations des gens qui connaissent, on se connaît. Donc en tout cas, merci beaucoup et merci pour ton temps et pour cette belle conversation. Je pense qu'on a eu énormément beaucoup de choses, beaucoup d'apprentissage. C'est une conversation, hein, comme je dis, c'est pas des interviews, c'est plus des conversations qu'on essaie d'avoir avec les gens. C'est pour ça, des fois, quand je parle beaucoup, vous vous plaignez, c'est des conversations. C'est pas des interviews. Donc, je rétablis les choses. Ils me disent, je parle trop. Bon, j'aime bien blaguer un petit peu. En tout cas, merci pour ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne de l'inspiration, du développement personnel et professionnel. La chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes et charismatiques. Je suis Naboufal. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. La petite cloche en bas parce que vous savez que je vais 1 million d'abonnés pour l'année prochaine. À bientôt. Merci encore Nadia. Bye. Merci.